le pouvoir des mots. Bonjour et bienvenue dans Le Pouvoir des mots, le podcast qui explore comment nos mots peuvent réellement nous permettre d'attirer ce que l'on désire dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un entrepreneur engagé dont le parcours a été guidé par le sens, la beauté et la technologie. Il fait partie du célèbre jury de l'émission Qui veut être mon associé et a construit un empire autour de la beauté personnalisée et du savoir. Aujourd'hui avec nous dans Le Pouvoir des mots, Jean-Michel Caram. Jean-Michel, on est sincèrement ravis de t'avoir en plateau avec nous. Alors avec toi Jean-Michel, on va parler du rapport au langage, mais aussi de l'impact des mots dans la construction d'un destin entrepreneurial, parce que derrière chaque grand entrepreneur, eh bien, il y a souvent une capacité rare, c'est celle de partager une vision avant même qu'elle n'existe, de convaincre, d'embarquer et de donner du sens. Tu es prêt pour ce voyage autour des mots ? Absolument. Super. Alors bienvenue, c'est parti dans un nouvel épisode du Pouvoir des mots. Et avant de commencer, on aime bien quelques questions flash. Jean-Michel, sans réfléchir, alors ton mot préféré ? Je t'aime. Le mot que vous détestez entendre ? C'est pas de ma faute. Le mot qui a changé ta vie ? La lune. Tu nous expliqueras pourquoi après. Alors la phrase qui a changé ta vie ? La phrase qui a changé ma vie, c'est ne cours pas derrière l'argent, il court plus vite que toi, cours à faire de grandes choses et l'argent, c'est une conséquence. La phrase qui t'inspire ou le mot qui t'inspire, Jean-Michel ? Seuls se félicitent d'être arrivés ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ton tic de langage ? Des gros mots. Allez, vas-y, quelques-uns, dis-nous. En libanais, hein. Allez. J'ai plein de choses. En fait, quand on insulte, moi je suis franco-libanais et je trouve que le français, pour les insultes, c'est pas assez charnu que le libanais. Sérieux ? Alors dis-nous et on essaiera de faire une traduction française. Oh là là. C'est des grosses insultes. On mettra le sous-titrage. Quand j'étais gamin, je passais, mon père me disait, mais putain, tu dis 3 mots, il y a 2 insultes dedans. Mais en parlant français, en fait, j'insulte beaucoup moins. Voilà, on peut dire en français, c'est quel gros con. D'accord. Mais c'est pas pareil. Hein. Ça fait quoi en libanais ? D'accord, on doit pas émettre à ce moment-là devant toi si tu dis ça. Le mot que tu utilises trop, Jean-Michel ? On avance. Le mot que tu n'arrives pas à dire ? Je t'aime. La pire insulte, tu nous l'as dit ? Pour un oriental, c'est l'insulte à la mère. Et le mot qui te définit le mieux ? Entrepreneur. Alors Jean-Michel, on va aller un peu plus en profondeur maintenant sur le pouvoir des mots. Si je te dis « les mots peuvent changer une vie », est-ce que tu trouves ça puissant ou un peu naïf ? Non, j'ai toujours aimé les mots et moi je me considère comme un chevalier du Christ et on a appelé le Christ le Verbe. C'est tellement significatif, en fait, c'est tellement fort. Et j'ai toujours adoré lire. Et aujourd'hui même, en fait, c'est décevant de voir que avec les nouvelles technologies et les messages, on n'écrit plus des mots. Et en fait, tous mes amis me font remarquer que, par exemple, je mets un point à la fin d'un SMS où j'utilise la ponctuation et ils me disent t'es énervé ? Et je dis bah non, une phrase se termine par un point. On a tendance à l'oublier. Et en fait c'est devenu la ponctuation. Puis je dis vous avez étudié les ponctuations ou quoi ? Donc non, c'est vrai que les mots sont très importants. Jean-Michel, tu es entrepreneur, tu fréquentes beaucoup d'entrepreneurs et j'ai envie de te demander, est-ce qu'un entrepreneur, c'est avant tout un bon orateur ? Il y a des bons entrepreneurs qui ne le sont pas. Ce n'est pas une condition nécessaire, mais c'est un avantage majeur. Pourquoi ? Parce que en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va évangéliser beaucoup. Il va aller convaincre des gens et savoir utiliser les mots, sortir les choses au bon endroit, etc., ça peut devenir assez déterminant. Mais quand tu les écoutes, toi, tu es plus sensible aux idées, aux mots qui les portent, à la façon dont ils habitent l'espace, à leur charisme. Est-ce que tu sens des choses qui ne sont pas dites par les mots, mais plutôt par la posture ? En fait, la réalité, quand
si je prends par exemple la situation dans l'émission qui va être mon associé, ils vont arriver, ou l'entrepreneur va arriver, ou les deux entrepreneurs vont arriver, et ils ont, on va dire, 1 minute 30, 2 minutes où ils vont présenter le projet. Ouais. Tout à ce moment-là est important. Leur look, c'est important. Leur tenue, comment ils se tiennent, c'est important. Les mots qu'ils utilisent, c'est important. La fluidité des mots. La capacité dans les 2 premières minutes à faire passer les messages clés et vous accrocher est déterminant. C'est comme quand on visite un appartement. Les 90 premières secondes sont très, très importantes. Et pareil ici. Et donc, il faut vraiment s'exercer à ce travail-là. Moi, je me rappelle que ça a été pour moi un moment assez important quand je me suis retrouvé dans leurs chaussures. Alors justement, tu y as été pendant des années, puisque tu es allé voir beaucoup de fonds d'investissement, tu as essayé de Bien sûr. convaincre beaucoup de gens. Et je continue à le faire. Et tu continues à le faire, exactement. Est-ce qu'il y a un mot qui a changé ta vie, qui a fait basculer, peut-être dans le cadre d'une levée de fonds, ou alors quelqu'un que tu as croisé et qui fait qu'avec un mot ou une phrase, la personne s'est dit « oui, it's the one », comme on dit. J'ai toute une histoire sur ça. Quand j'ai lancé Memscap, qui était ma première boîte, que je dirige toujours, j'ai écrit le business plan dans la Silicon Valley, au Hyatt Hotel de Saint-José. Et on m'avait dit, il y a un investisseur qui est super fort, et si tu le convaincs, toute la vallée tombe. Après, tout le monde voudrait mettre de l'argent avec toi. Et donc, je prends rendez-vous avec ce type, j'envoie un email, tout de suite, il me donne rendez-vous. J'étais hyper content, je fais un salto arrière, direct, il me donne 2 heures, c'était magnifique. Et en fait, je pars à le voir, et quand il a eu mon rendez-vous, et j'arrive chez lui, et en fait, son assistante me mène dans son bureau, puis il me bloque à la porte, en fait. Mais vraiment, il me bloque, je ne pouvais pas passer. Ouais. Et il me dit, tell me when, why, how and what. Donc, dis-moi quand, ou comment, voilà, pourquoi. Et moi, je le regarde, je parle, when, why, et je dis, what? Il me dit, OK, tell me when, why, how and what, when you will win, how you will win, with what will you win, etc. Et donc, là, le temps que je comprenne ce qu'il m'a dit, machin, et you have 1 minute, il m'a dit dans 1 minute. J'ai balbutiné, je n'étais pas préparé. Et le mec, il me dit, attendez, il prend sa carte, tourne une carte, il écrit le nom d'un autre mec, et il me dit, lui, il a du temps, va le voir, si tu le convaincs, je viendrai. Mais moi, j'ai pas de temps, la réunion est terminée. 1 minute. Moi, avant cette chose-là, cette date-là, j'ai toujours été le premier, parmi les premiers dans ma classe, j'ai toujours eu une facilité, en fait. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'étais furieux d'avoir foiré ce truc-là et je me suis dit, mais comment tu peux aller comme ça au talent sans te préparer? Et du coup, j'ai fracassé la chambre de l'hôtel et j'ai fermé la porte. Et j'ai travaillé toute la nuit, mais vraiment toute la nuit, à écrire qu'est-ce que c'est Memscap, when, why, how and what, j'ai écrit. Puis le premier truc, ça faisait 15 minutes tellement il y avait des choses. Et après, j'ai commencé à réduire. Je suis arrivé à 1 minute. Après, j'ai fait le chemin inverse. Et en fait, le matin, au réveil, je n'ai pas dormi, je savais expliquer Memscap en 1 phrase et vous est accroché en 15 minutes, en plein de possibilités. Et j'ai eu tout de suite un rendez-vous derrière avec un autre investisseur que j'ai explosé. D'ailleurs, sa carte, le nom où il m'a dit, je l'ai déchiré parce que moi, je suis quelqu'un de très fier. Je me suis dit, c'est quoi ce con ? Et en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais raté un pitch. Et la majorité des investisseurs que j'ai rencontrés dans ma vie, ils ont fini par mettre de l'argent chez moi. Mais derrière ce que tu dis, nous, à l'agence, on accompagne effectivement beaucoup les marques et les dirigeants en leur disant, avant même de commencer à parler, de prendre la parole, de faire de la communication, êtes-vous en mesure de définir votre vision, votre mission, vos promesses et vos valeurs pour que ça tienne sur une slide? C'est quelque part l'enseignement que tu voudrais donner à tous les gens qui vont pitcher ou qui sollicitent, être très synthétique en ayant un impact immédiat, parce que les gens n'ont pas de temps à vous accorder. Exactement. Ils doivent comprendre tout de suite. En fait, si vous vous mettez dans la peau de celui qui vous écoute, c'est un investisseur, il voit beaucoup de dossiers, il y a des gens qui passent, tout le monde dit qu'ils sont géniaux, etc.
Et il cherche tout son argent. Et lui, il faut qu'il fasse le tri. Il fatigue à un moment. Donc, il faut que vous soyez capable, en quelques phrases, en 1 minute, de l'accrocher. Une fois que vous l'avez accroché, il va vous donner le temps. Et vous allez rentrer dans les détails et vous raconter les histoires. Mais si vous n'arrivez pas à l'accrocher en 3 minutes, en 3 phrases, ça veut dire qu'il y a du boulot encore. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va aller répandre la bonne parole. Donc, il faut qu'il ait la manière d'accrocher son audimat. Et s'il est clair avec lui-même, il sera clair avec Absolument. tous les Et d'ailleurs, la capacité à synthétiser les choses si facilement prouve sa capacité à comprendre son business. Il y a d'autres sens autres que accrocher la personne. Ça veut dire qu'il a intégré le sujet. Quoi, où, quand, comment et qui. Et si on a déjà la capacité de répondre à ces 5 questions, déjà on y voit plus clair sur son projet. Exactement. Jean-Michel, donc tu as grandi avec une langue, plusieurs langues même quelque part, Oui. le libanais, le français, peut-être même l'anglais. Ta langue émotionnelle et la langue qui arrive à traduire le mieux les nuances du monde, quelle est-elle ? Je suis vraiment trilingue. Ça veut dire que dans les 3 langues, je ne réfléchis pas. Et même autre que le libanais, il y a une langue, c'est l'arabe écrit, que je maîtrise vraiment, et un peu d'italien. Mais pour moi, ma langue dans laquelle je m'exprime le plus et je transmets des choses, c'est le français. Et dire je t'aime, tu disais que c'était ton mot préféré, mais c'est facile ou c'est difficile ? C'est le mot le plus difficile. Je mets beaucoup de temps à le dire. Je le dis beaucoup à mes enfants, tout le temps. Je le dis dans ma famille, nous on se dit je t'aime à tout va. Hein. C'est-à-dire, je vois mon frère me le dit, ma soeur, papa, etc. Maman, bon, elle n'est plus là, mais chez nous, le je t'aime est facile. Dans ma belle famille, ce n'est pas le cas. Mais entre nous, c'est facile. Mais moi, dire je t'aime à quelqu'un qui ne soit pas dans ma famille et qui ne soit pas vraiment ma petite famille ou ma grande famille, c'est très difficile parce que pour moi, c'est un mot très engageant. Et donc, je ne le parachute pas à tout va. Il y a une certaine pudeur, parce que dire je t'aime, c'est se livrer. Donc effectivement, si tu le dis à des enfants, il peut y avoir une forme de spontanéité. C'est quand même un acte, comme tu le dis, d'engagement. Pour moi, ce n'est pas la notion de pudeur. J'ai absolument pas honte comment on peut dire, je n'exprime pas ce sentiment de pudeur quand je dis ce mot. C'est plutôt un mot qui a énormément d'engagement. Pour moi, quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'est quelqu'un que je pourrais mourir pour lui. Donc c'est très engageant. Il y a une langue pour toi qui donne plus de facilité pour convaincre entre l'anglais, le français, le libanais ? L'anglais est beaucoup plus... c'est une langue qui est très pratique. Si on veut écrire une phrase, par exemple pour le business, l'anglais est très supérieur au français. Pourquoi ? Parce que dans une phrase, on va mettre le sens, quand on dit cost effective, par exemple, dire ça en français, on ne peut pas dire effectif, coût effectif, quoi. On va expliquer que le rapport entre ce qu'on gagne et le prix, etc. Donc, toute une tartine de 2 phrases. Donc, pour le business, l'anglais est très direct, c'est la phrase, c'est la langue du business. Le français, pour moi, c'est une langue, c'est la langue de Molière, c'est des choses... Alors, j'aime beaucoup lire aussi l'anglais de Shakespeare et l'anglais écossais, qui, lui, est assez littéraire. Qu'est-ce que tu y trouves, justement ? Des nuances, une Oui, par richesse, exemple, sur cet anglais-là ou sur le français ? Sur la langue de Shakespeare, justement. On En appelle fait, souvent c'est la langue de beaucoup Shakespeare. plus... l'anglais, aujourd'hui, c'est un anglais pratique. L'anglais d'hier, l'anglais de l'Écosse, etc., c'est plus une langue plus chantante. Brothers, ça devient brethren. Il y a plein de choses de ce type. Et se rapproche plus de ce qu'est le français
qui est une langue qui peut exprimer l'amour, qui peut exprimer des choses beaucoup plus sciences littéraires. C'est pas par hasard que les Français sont très forts en sciences naturelles, enfin en sciences humaines, et qui sont pas très forts en économie. Ils ont les mots pour le traduire en plus. Exactement. Alors justement, tu es un amoureux des livres, Oui. tu en lis au moins Beaucoup. Quelle relation tu as avec les livres? Qu'est-ce que tu trouves dans les livres que tu ne retrouves peut-être pas dans les relations humaines? En fait, plusieurs choses. Moi, la première chose, c'est que moi, j'ai besoin d'apprendre. Je suis assoiffé de ça et en fait, le jour où j'arrête d'apprendre, je fane. En fait, je grandis plus. Et d'ailleurs, il faut observer tous les gens qui pensent qu'ils savent, ils arrêtent de grandir, en fait. Et il y a une très belle phrase d'ailleurs je pense que c'est Pascal qui l'a dit, et qui dit il y a deux types de gens. Il y a les gens qui partent à la recherche du savoir et ils pensent savoir. Et puis il y a ceux qui partent à la recherche du savoir et en fait reviennent au même point. Ils savent que en fait ils savent pas, mais ils savent qu'ils savent pas. Ils sont tous les deux dans le même état qu'ils savent pas, sauf que eux ils savent qu'ils ne savent pas. Et donc pour moi les livres c'est d'abord apprentissage, deuxième c'est voyage. Ça me permet de voyager, de lâcher tout. Des livres bien écrits. C'est quoi les derniers livres que tu as eu entre les mains? Je lis beaucoup de choses et je lis beaucoup de choses en parallèle. Je suis en train de lire le livre d'Arthur en ce moment. Parmi certains livres, c'est le livre qui m'a... Un bédouin dans la nuit? Oui, un bédouin dans la nuit. Et en fait, et je lui ai dit à Arthur, j'arrive pas à lire son livre d'affilée. Et je lis 3 chapitres, j'arrête, je vais boire un verre, je respire. Pourquoi parce qu'en fait, je me projette très facilement, je m'identifie très facilement. Son livre démarre par l'histoire du pogrom du 7 octobre, etc. Moi, j'ai vécu la même chose quand on est venu nous tuer dans notre village, tout simplement parce qu'on était chrétiens. C'est la même chose, c'est que les religions qui changent. L'histoire se répète. Et du coup, je lis, je vis ce qu'il vit, et je me mets à sa place, et puis je me remets à ma place d'avant, et c'est très dur pour moi. Donc je lis, je le coupe par autre livre, puis je reviens à le lire. C'est comme ça que je l'ai lu. Et je lis plein d'autres livres sur beaucoup de choses, beaucoup de livres sur la spiritualité, la religion, des livres de voyage. Moi, je suis un fanatique de Amin Malouf, donc j'ai tout lu, tous ses livres. J'adore Victor Hugo, donc je relis tout le temps. Je retiens. D'ailleurs, il y a un poème pour Victor Hugo sur le mot. Il s'appelle Le Mot. Tout à fait. Je connais même son début, je le connais presque par cœur. Dis-nous les premiers pour nos auditeurs. Braves gens, faites gaffe aux choses que vous dites. Tout peut partir d'un mot qu'en passant vous perdez. Tout, la haine, le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez donc ceci. Et puis il commence à raconter un mot qui est sorti de la bouche de quelqu'un qui est dans sa cave. À peine il est dit, il sort. Tenez, il est dehors, il court, il traverse la place, les machins. On le voit, le mot en train de se balader. Et il arrive face à l'homme. Et il lui dit, me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. C'est magnifique. Et en fait, même Victor Hugo, pour moi, est un des plus grands auteurs qui a connu l'histoire de la langue française. Et il y a beaucoup de livres que je reviens dessus tout le temps. La Bible en fait partie. Et puis j'ai des livres. Pour moi, j'ai même fait un classement à peu près des 50 livres qu'on doit lire dans une vie.
Les 3 premiers, dis-nous. La ferme des animaux en fait partie. Ouais. Le chevalier à l'armure rouillée en fait partie. De chez Fahrenheit 451 est un livre aussi très particulier à lire. Il y a évidemment la Bible en fait partie, la Divine Comédie de Dante, c'est très important. Il y a de chez Amin Malouf, mes livres préférés, c'est Les Désorientés. C'est quelque chose qui a une partie de moi dedans. Léon l'Africain me fait voyager. Et qu'est-ce que tu trouves sont des valeurs que tu embrasses avec l'expérience des autres à travers ces livres? C'est le reflet, une sorte de miroir par rapport à ta propre vie. Qu'est-ce qui t'enrichit et qu'est-ce qui te renforce en lisant ces livres? En fait, j'ai une habitude, quand je lis un livre, j'ai toujours mon téléphone à côté de moi ouvert et je note des phrases. Et je retiens plein de phrases, plein. Et j'ai presque une phrase sur tout. Le Petit Prince, ça en fait partie. C'est juste incroyable comme force dans ces livres. Et donc, et après, les livres m'ont formé, en fait, m'ont forgé ma manière de voir la vie. On a commencé... tu m'as dit quelle phrase, machin. J'ai tout de suite cité une phrase d'Amin Malouf. En fait, je n'ai pas réfléchi. Si je réfléchis, je sors 10 000 phrases. J'ai des phrases de Gibran, Khalil Gibran, absolument à lire. Le prophète, incroyable. Il y a une phrase que je dis toujours de Gibran qui dit voyagez et ne dites à personne. Aimez et ne dites à personne, ou plutôt vivez une histoire d'amour et ne le dites à personne, plein de choses et ne le dites à personne, et à la fin les gens abîment les belles choses. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça envoie vers le secret. Moi je suis un homme de secret au début. J'ai toujours valorisé le secret, j'ai toujours considéré que le pouvoir le plus fort c'est le pouvoir caché. Personne ne se rappelle du prince. Tout le monde se rappelle de Machiavel. Tout à fait. Et ça prouve, en fait, ces choses-là. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre dans un livre. Et je considère que je suis le résultat de tous les livres que j'ai lus. Jean-Michel, tu nous parles des livres. Et effectivement, aujourd'hui, on est à une heure clé où l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux abîment le langage et le compromettent. Et il y a vraiment peut-être un drame de société qui est en train de se tramer derrière ça. On dit par ailleurs que dans les études neuroscientifiques, la lecture développe l'imagination, alors qu'une série Netflix a tendance justement à l'atrophier. Quel message tu aimerais faire passer aux jeunes générations pour avoir une approche éthique, on va dire, de la culture, du savoir versus le digital qui permet de savoir des choses, mais quand même qui doit être maîtrisé avec une certaine forme de raison et d'éthique? Nul ne peut s'opposer au progrès. Et on peut construire des murs et dire la modélisation ne passe pas, elle passe. On peut dire que l'IA, c'est pas possible, ça continue, etc. Donc il faut embrasser chaque temps avec courage et force. Mais la chose la plus importante, elle est dans la question. Tu as dit, la lecture développe l'imagination. Or, les vrais intelligents de demain, ce ne sont pas des gens qui sont capables de sortir des choses qu'on peut trouver sur Internet. Ce ne sont pas... c'est même pas des compétences techniques, parce que je pense que l'IA va faire décliner l'importance du QI. Mais l'IA ne remplacera pas les quotients émotionnels, les quotients associatives, etc. Et la vraie intelligence va devenir, d'ailleurs Einstein l'a dit, va devenir celle qui vous permet d'imaginer et d'être créatif. Et ça, c'est les livres. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup lire. Lisez, peu importe sur quoi, mais lisez.
Jean-Michel, on va revenir un peu sur qui veut être mon associé alors, on sait qu'ils sont très entraînés, hein, ces entrepreneurs qui passent devant des millions de téléspectateurs. Néanmoins, quel est le mot que vous ne voulez plus jamais entendre dans un pitch? Il y en a 30 000 mots. Je n'aime pas les gens qui pleurent sur leur sort en France. La culture de la victimisation, quelque part. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas, en fait, les gens, les critiques. Je ne sais pas si on se rend compte, mais je répète ça tout le temps. J'ai même dit les Français vivent au paradis et croient qu'ils sont en enfer. Quels qu'ils soient vos problèmes en France, mais vous partez avec un handicap. Au golf, on vous met, vous partez comme aux places des femmes, en fait. Et les autres pays partent du côté des pros. Donc, c'est une autre chose. Donc, en fait, on peut vivre des choses douloureuses dans peu importe, tous les pays, on peut vivre des choses douloureuses. La perte de parents peut être très douloureuse, les enfants encore pire, etc. Ce n'est pas réservé aux autres pays, mais on part d'une situation qui reste meilleure que d'autres pays. Et donc, tout ce qui est victimisation, moi, je ne peux pas... Enfin, il y a des choses que je n'aime pas, ça, la victimisation. Jeter la faute à d'autres. Il y a des gens qui sont spécialistes, ils sont jamais là, c'est leur responsabilité. Et moi, je dis toujours à mes équipes, faites une erreur par jour, mais jamais la même. Pourquoi ? C'est pas parce que il faut pas. C'est pas une question de rentabilité, c'est une question d'apprentissage. Ça veut dire quand on fait une erreur et on dit c'est ma faute, vous cherchez les solutions et vous progressez. Si vous cherchez un autre coupable, vous apprenez rien et à la fois prochaine, vous allez faire la même erreur et vous chercherez un autre coupable. Donc, et vous grandissez jamais. Donc, voilà. Donc, un entrepreneur qui commencerait, quand j'étais petit, j'ai perdu un tel, ou alors j'ai eu tel échec. Ça peut me toucher. Ça peut te toucher ? Oui, ça peut me toucher parce que, bon, en réalité, quand j'investis dans les gens, c'est les gens qui m'intéressent. Surtout dans l'émission Qui veut être mon associé, on ne les connaît pas, ils arrivent, on a 40 minutes à faire une offre. C'est rapide, quoi, sur quoi on va baser notre jugement. Le jugement se fait sur les entrepreneurs. Mais et évidemment que ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que des entrepreneurs qui ont vécu des choses qui sont dures et qui tiennent debout, on voit un message qui est « je suis résilient ». Et la résilience, c'est un des 3 R qu'il faut avoir pour réussir, avec les réseaux et la rupture. Jean-Michel, on parle aussi de dissonance dans la posture, c'est-à-dire que parfois des mots ne sont pas incarnés. Quand on raconte une belle histoire et qu'elle est très bien racontée, on peut avoir le corps qui vous trahit, ce qu'on appelle le langage corporel qui raconte une autre histoire et les mots qui en racontent une autre. Et c'est vrai qu'inconsciemment, on sent, parce que le cerveau de l'interlocuteur sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, et là, il ne sait pas pourquoi, mais il a un doute. Ça t'est arrivé de te retrouver dans des situations Moi, personnellement, jamais. Moi, en fait, les gens préparent leur pitch en entier. Et j'étais l'autre jour en train d'apprendre à mon fils, il avait une présentation. Et donc, il a préparé et tout. Et je lui ai dit, fais attention, retiens seulement les 30 premières secondes. Parce que quand tu vas arriver, tu es impressionné. Et donc, ton cerveau perd les mots. Alors que si tu connais le début, tu te lances et après, ton cerveau va rattraper tout le reste. Donc, mais parfois, il y a des gens qui arrivent et ils ont tout retenu. Et de ce fait, ça sort. Évidemment, il y a le temps, il faut le gérer, etc. Mais il faut incarner ce qu'on dit, en fait. La réalité, c'est que vous n'êtes pas là pour raconter. Mais d'ailleurs, même quand on dit une poésie à l'école, si on n'incarne pas ce qu'on dit, on a l'impression qu'il y a un perroquet qui... Et c'est important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on appuie sur une touche, ChatGPT va te générer un discours, une conférence. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience que tous ces mots ne sont pas incarnés parce qu'il n'y a pas d'intention. L'intelligence artificielle n'a pas d'intention. Non. Et j'aimerais qu'on mette vraiment en garde les jeunes générations de se dire, raconter des choses avec un vécu. L'intelligence artificielle n'a pas de vécu et c'est toute la différence, justement, entre un discours spontané humain qui va convaincre l'interlocuteur.
par des milliers de mécanismes physiologiques. Et cette intelligence artificielle qui, mal maîtrisée, si vous n'avez pas le mode d'emploi, elle va vous trahir. Oui, tout à fait. De toute manière, l'IA ne transmet pas de l'émotion. Elle va pas, à ce jour, il reviendra, elle va tout faire, mais aujourd'hui, elle ne le fait pas encore. Elle va pas avoir un instinct. L'instinct reste humain. Mais l'IA, aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde est devenu un des super orateurs avec une page devant leurs yeux à lire. Est-ce que ça engage ? Ben non, mais en fait, parce qu'il faut l'incarner. C'est comme si moi, aujourd'hui, je vous raconte une histoire sur, je sais pas, un sujet que je maîtrise absolument pas et que je viens d'avoir l'impression par Claude ou ChatGPT et je le lis, quoi. Donc, il faut vraiment incarner ce qu'on fait. Jean-Michel, quel mot devrait être enseigné pour toi à l'école dès le plus jeune âge, justement ? Argent. Pourquoi ? Parce que l'économie malheureusement, elle est partout et les Français ont un niveau économique extrêmement faible qui les pousse qui bloque plein de décisions. Nous vivons dans un pays démocratique où chaque personne a une voix et cette voix peut basculer des destins. Il faut que la voix soit connaisseuse pour qu'elle s'exprime différemment et avec diversité, mais il faut qu'elle sache. Ça veut dire que aujourd'hui, demander aux Français dans une entreprise qui vous paie, il va vous donner le nom du patron. Or, en fait, le patron, c'est un job comme les autres. Et non, ce qui vous paie, c'est le client. C'est le client qui a ramené l'argent dans l'entreprise et cet argent-là, on va le distribuer selon les dépenses, etc. Et l'État, par exemple, n'a pas de l'argent à l'infini. Et l'État n'a que votre argent. L'argent vient de chez vous. C'est vous êtes l'argent. Donc, c'est des choses qui apparaissent si évidentes pour des pays. Mais qu'en France, les gens, ils comprennent pas du tout. Et d'ailleurs, là, j'ai lu il y a 3 jours, il y a une initiative là qu'en 4e, ils vont introduire des cours d'économie, etc. Je pense que j'ai aperçu ça et je me suis dit, enfin, c'est bien. Il est temps peut-être, il est temps. Je ne ferai pas de commentaires. Jean-Michel, pour conclure, est-ce que tu as l'impression on a beaucoup parlé des mots, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a trop de bruit aujourd'hui et pas assez de justesse dans le monde dans lequel nous vivons ? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de se réapproprier quelque chose qui fait que ce lien social, ce lien tout court, nous permette de créer l'unité et de mieux vivre ensemble ? C'est marrant parce que avant, il y avait une chaîne télé qui racontait les histoires aux gens et les gens l'écoutaient. Et on était supposé avoir des journalistes qui font le boulot de vérifier ce qu'ils disent. Et l'humain a été capable de faire de ces chaînes télé qui devaient être vraiment des sources fiables à les transformer, soit pour des intérêts financiers, soit à l'ajoute du pouvoir, etc. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés pour dire, voilà, la solution à une communication maîtrisée, c'est les réseaux sociaux, c'est X, c'est machin, etc. Et puis on est pilulé de fake news aujourd'hui. On ne sait plus, franchement. Et l'IA est arrivée et a rendu ça encore meilleur. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui, même quand on me voit parler, on ne sait pas si c'est moi ou si c'est de l'IA. Et puis, il y a un bruit qui s'est propagé comme quoi vous pouvez gagner beaucoup d'argent en étant influenceur, en étant ceci, en étant cela. Et tous les gens se sont mis à devenir des influenceurs, donner leur avis sur tout. Et aujourd'hui, en fait, vous avez c'est vraiment incroyable. Ça veut dire que n'importe qui, avec une compétence zéro dans un domaine, est capable de donner un avis et de changer le monde. Et vous voyez, par exemple, des sujets de médecine traités par des gens
qui n'ont aucune compétence. Vous savez, vous regardez des... J'ai été effaré l'autre jour, il y avait quand même des généraux à la télé qui parlaient de la guerre en Iran aujourd'hui. Et face à eux, il y avait des stratèges, je ne sais pas de quoi, ils n'ont jamais porté une arme dans leurs mains, qui étaient en train de donner des leçons au mec qui a passé sa vie à manipuler des armes et des choses du type Trump perd en Iran, alors qu'on dit mais t'es sérieux? Mais comment ça, il perd? Comment tu arrives à avoir cette définition? L'Iran est détruit de tous les côtés, il n'a plus une armée et c'est lui qui perd, mais tu as une autre définition de gagner. Hein. Et donc en fait, il y a plein de gens qui parlent sur tout, il y a plein de fake news, tout le monde a le droit de parler de tous les sujets, et nous, en fait, on a chaque personne, il reçoit des canaux de bruit, et la capacité de déterminer ce qui est vrai du faux, la capacité devient très très compliquée en fait. Comment y remédier? Aller à la source? Alors on ne peut pas aller forcément on sur peut pas les aller à territoires de toutes les guerre, sources, mais, on peut pas devenir nous-mêmes journalistes. En fait, la réalité, c'est que dans le temps, il y avait des vrais métiers. C'était journaliste, c'était un métier. Il y avait des reporters qui partaient mourir au Liban pour prendre la photo dans la guerre et dire voilà, il y a eu ça, il y a eu ci, et expliquer les choses. Et on était même capable de détourner ce professionnalisme-là. Et alors aujourd'hui, quand tout le monde est devenu journaliste, ça devient compliqué. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de vérifier les sources, de ne pas propager sur les réseaux des choses qui ne sont pas certaines, au moins qu'on ait vérifié un peu qu'ils soient certaines, parce que sinon on contribue à piluler encore du bruit et des choses qui sont néfastes. Jean-Michel, l'entretien touche à sa fin. Si tu devais transmettre en une seule phrase un conseil à quelqu'un qui veut réussir, pour lui donner l'élan, l'inspiration, comme celle qui t'anime aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je lui dis d'oser le faire. On a tous un sentiment de peur au début. Parce que c'est très difficile de quitter ces zones de confort. La zone de confort est tellement sympa et la quitter, c'est difficile. Or, il faut savoir que rien de merveilleux se produit dans les zones de confort. Il faut prendre du risque dans la vie. Et il faut savoir une chose très importante, c'est qu'on regrettera beaucoup moins un échec que ne pas avoir tenté. Et c'est quelque chose que je dis à tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous, on travaille, il y a des émissions comme Qui veut être mon associé ou même le programme aujourd'hui Qui veut être mon associé Amplify qui prépare les entrepreneurs, qui les enlève de leur solitude et leur donne le courage de se lancer. On a les outils, il faut y aller. Si tu devais résumer ton parcours en 3 mots, sans réfléchir? En 3 mots, détaché, pionnier et bien. Good. Merci beaucoup Jean-Michel Karam d'être venu aujourd'hui nous partager tes convictions, ta vision et tes expériences au micro du pouvoir des mots. Si vous aussi vous voulez transformer votre parole en pouvoir d'action, on vous met les liens de cet épisode en description pour notamment accéder à nos formations et libérer la puissance de votre parole. N'hésitez pas à les partager. Et surtout, n'oubliez jamais que les mots façonnent la manière dont vous pensez, vous agissez et influencez le monde qui vous entoure. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du pouvoir des mots et en attendant, prenez soin de vos mots, ils prendront soin de vous.